l'heure que nous démarrions sans plus tarder. Donc nous abordons un nouveau chapitre que je n'avais pas prévu en début d'année, au mois d'octobre, mais je me suis dit qu'au fur et à mesure que les événements avançaient, qu'en termes géopolitiques, c'était pas inintéressant d'aborder cette question des espaces maritimes. Ça n'empêche pas que les sujets qui ont été inscrits dans le programme, nous les verrons ensuite, bien sûr. Si on ne peut pas tous les voir cette année, on verra ce que l'on pourra faire par la suite. Alors donc, on va intituler « Géopolitique des espaces maritimes de l'Europe », en précisant tout de suite dans le titre que cet espace maritime, il est immense, et on n'a pas tellement l'habitude de le voir ainsi, et que de plus, l'Europe dispose de très vastes espaces qu'on appelle, c'est pas très joli comme terme, ultramarins. Et comme c'était convenu avec Jean-François Soulet et Calatayud, puisqu'il y avait eu un moment où ils avaient envisagé de faire une présentation d'un sujet touchant plus près à l'actualité, on gardera un bon moment à la fin de cette séance sur le Groenland. D'abord, quand on a l'habitude de parler de l'Europe, la perception commune de vous, de moi, des gens que l'on peut croiser, notre perception habituelle, c'est quand on parle d'Europe, c'est d'avoir une perception d'un espace continental. Alors si on était à l'UTL de Brest ou du Havre, on n'aurait peut-être pas tout à fait la même perception, on dirait non, c'est pas tout à fait exact, l'Europe elle a aussi une dimension très maritime et on aurait raison de le percevoir ainsi, c'est normal. Mais globalement, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites sur ce sujet-là, à part un pays qui n'est plus tout à fait en Europe, qu'il est encore un peu comme le Royaume-Uni, la perception commune, c'est plutôt une perception d'une Europe continentale. Pas tout à fait exact non plus, parce qu'en géographie, on a une perception aussi d'un immense ensemble qu'on appelle l'Eurasie, Asie-Europe, et où au fond, l'Europe serait la péninsule vers l'Occident de cet immense ensemble territorial, donc voilà, qui serait l'Europe. Mais globalement, c'est ça qui est la perception habituelle. Alors, il y a quelque chose qui est fort peu connu. Il y a eu pas mal de sondages qui avaient été faits dans le cadre d'études diligentées, notamment par la Commission. Et c'est vrai qu'on s'était rendu compte que la majorité des Européens, quel que soit leur pays d'appartenance, ignorent complètement que l'Europe dispose du plus vaste espace maritime de la planète. Bon, vous qui êtes des gens très calés et qui suivez toutes ces questions un peu de géopolitique, bien sûr, vous le saviez déjà. Bon, bien sûr, et en plus, et de loin. La superficie de l'Europe, c'est pas négligeable, c'est 4,5 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire la surface continentale, sachant que notre espace hexagonal, c'est 550 000 kilomètres carrés. Bon, des pays qui sont presque aussi vastes que le nôtre, comme l'Espagne ou la Suède à peu près, mais donc 4,5 millions de kilomètres carrés. Mais ce serait beaucoup plus si on y rajoutait les territoires d'outre-mer, bien sûr. Certains, comme des territoires d'outre-mer de statut français, comme la Guyane par exemple, est assez vaste. Mais ce qu'on ignore, c'est que l'espace maritime, donc qui relève du droit européen à des titres divers, c'est entre 4 et 5 fois plus vaste. Alors, comment on va le définir juridiquement? Au sens des zones économiques exclusives, et on va voir très vite comment on définit ces espaces pour savoir à quoi ça correspond. Donc vous voyez, globalement, un espace maritime par rapport à notre espace continental qui est infiniment plus vaste. Si l'on rajoute, même s'ils nous ont quittés à la fin des négociations de la fin du Brexit en 2020, mais qu'ils ont depuis mai de l'année dernière plus ou moins raccroché, en particulier sur les questions de politique de défense et de sécurité, le Royaume-Uni, l'espace maritime de l'ensemble européen, non pas à 27 mais à 28, alors il devient carrément immense, puisque le Royaume-Uni a lui aussi un espace maritime qui est considérable. Donc vous voyez, on est au cœur d'une, ne serait-ce que par les questions de la dimension, au cœur d'une question géostratégique
qui est majeur, et on n'en a pas forcément tout à fait conscience. Je prends tout de suite un exemple pour l'illustrer. Vous voyez une carte, pas très très nette dans la définition, et vous voyez des lignes qui traversent l'Atlantique et qui se rapprochent du continent européen vers la Bretagne, vers l'Irlande et vers le sud du Royaume-Uni. Il s'agit de quoi? Eh bien, il s'agit de câbles sous-marins qui représentent eh bien, les liaisons de câbles qui relient, notamment pour les liaisons Internet, le continent nord-américain et l'Europe. Vous voyez qu'il y en a pas mal. Je vous montre la photo suivante. Quel est ce bateau qui se promène au-dessus de ces câbles sous-marins à proximité de l'Europe? C'est un navire russe qui s'appelle le Yantar, qui est spécialisé dans précisément la lutte entre guillemets, ou les possibilités d'intervention par rapport à ce type d'équipement que sont les câblages sous-marins. Donc de manière tout de suite à se mettre dans l'idée qu'en termes géostratégiques, vous voyez que la mer et ce qu'il y a dedans, c'est une vraie question et qui est au cœur des rivalités, voire des affrontements qui se posent dans le monde d'aujourd'hui. Alors j'ai mis que cette photo-là. Dans l'environ immédiat, dans quelques miles, vous avez beaucoup de bateaux de la Royal Navy qui surveillent un peu ce que ce bateau est en train de faire. On va voir ça de manière tout à fait pacifique maintenant. Supposez que vous prenez la course du Vendée Globe. Vous voilà transformé en skipper. Oui. Peut-être certains en rêvent. Je ne sais pas si vous le réaliserez pour la prochaine course. Mais quand j'ai regardé cette carte du Vendée Globe, qu'est-ce que vous voyez? Le trajet que la plupart des skippers pratiquent. Et il y a une chose qui est quand même assez frappante, c'est que pendant une bonne partie du trajet, eh bien, ils passent à proximité d'eau qui correspondent à des zones économiques exclusives européennes. Alors on prend la mer à partir des Sables d'Olonne. D'accord? Nous descendons le long des côtes du golfe de Gascogne, on est proximité des côtes françaises, on double le cap du Finistère espagnol, on longe les côtes portugaises et on descend vers le sud en passant à proximité d'îles que sont Madère, territoire portugais, l'archipel des Açores, territoire espagnol, et on continue plein sud en partant vers le large. Et de là, on double le cap d'Espérance et on aborde, après avoir navigué dans l'Atlantique, l'océan Indien. Alors l'océan Indien, on passe très très au sud de l'île de la Réunion, mais par contre on passe à proximité. Vous savez que les skippers, il y a une réglementation pour la sécurité qui leur interdit de descendre au sud du 50e de latitude sud. Pourquoi ? C'est pour éviter les risques liés aux icebergs qui peuvent remonter sur la zone. Donc, vous savez, ils sont suivis pratiquement au millimètre près dans leur navigation. Ils n'ont pas le droit d'aller plus au sud. Donc, ils passent à proximité d'un très vaste archipel, qui est l'archipel des Kerguelen. Encore, on est à proximité d'eaux européennes, en l'occurrence françaises, qui correspondent à des territoires d'outre-mer. Il passe au sud de l'Australie et il continue non plus dans l'océan Indien, mais vers l'océan Pacifique. Et là, au sud de la Polynésie, alors il passe très au sud, mais l'archipel d'îles le plus au sud, qu'on appelle les îles australes de la Polynésie, là encore, on est dans des eaux qui correspondent à des territoires français ou européens, comme vous voulez. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure, ils passent le Cap Horn et ils reviennent plein nord. Et là encore, en remontant tout l'Atlantique, ils vont encore une fois passer à proximité d'eaux territoriales, non pas territoriales, de zones économiques exclusives européennes, qui est l'archipel des Açores. Donc vous voyez que des mers en espace maritime et en territoire ultramarin, il y en a partout dans le globe.
aucun ensemble de pays, ou même aucun pays, n'a l'équivalent. Aucun. Vous le voyez ici avec les deux statuts principaux correspondant au droit européen, ce qu'on appelle les régions ultrapériphériques, on les définira d'un peu plus tard. Pour nous, c'est Guadeloupe, Martinique. Pour les Espagnols, c'est les îles Canaries. Pour les Portugais, c'est Madère ou les Açores. Et puis en vert, vous voyez ce qu'on appelle les pays et territoires d'outre-mer. Dans le jargon, on appelle ça les PTOM. Voilà. Et qui sont là aussi dispersés dans tous les océans. Vous avez là-bas, tout à fait au nord, cette île immense qu'est le Groenland, dont on parle beaucoup actuellement. 2 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire à lui seul, pratiquement la moitié de la superficie de l'Europe. Hein? Vous voyez? Donc là, quand on regarde toutes ces cartes et ces aspects, vous voyez à la fois l'immensité des espaces maritimes, mais également la dimension de ces territoires ultramarins dispersés dans tous les océans. Donc encore une fois, je crois que je n'ai pas besoin d'insister encore une fois, mais l'importance géopolitique et géostratégique de la question de la mer pour l'Europe. Alors vous allez me dire, mais tout ça c'est bien gentil, mais comment est-ce qu'on prend la mesure de ces espaces marins? Comment c'est défini? Comment on sait si on est dans des eaux européennes ou d'un autre État? Alors il y a une base juridique. Une base juridique pour certains d'entre vous, c'est peut-être des choses qui sont déjà bien familières. Il y a plein de juristes, je suis sûr, parmi vous. C'est une convention des Nations Unies qui a déjà près d'une cinquantaine d'années, qu'on appelle, sur le droit de la mer, qu'on appelle la Convention de Montego Bay, qui est censée s'appliquer à tous les pays du monde, mais s'appliquer à tous les pays du monde avec des petits bémols parfois. Bon. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette Convention de Montego Bay? Le mieux, c'est de lire le paragraphe principal. On ne va pas lire toutes les pages parce qu'il y en a beaucoup. Elle dit « Au sein d'une zone dite ZEE ou zone économique exclusive, l'État ». Ça, c'est une réglementation qui concerne les États. Exerce quoi? Des droits souverains en matière. Alors là, essayez de bien regarder les termes. D'exploration, d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles situées dans les eaux, bien sûr, pensez par exemple ressources halieutiques, des fonds marins et de leur sous-sol. Donc vous pouvez penser gisement d'hydrocarbures dans le sous-sol. Alors il y a 5 pays qui disposent de très vastes zones économiques exclusives. En tête du classement, il y a 2 pays qui sont à peu près à égalité. C'est les États-Unis d'Amérique et la France, à peu près aux alentours de entre 10 et 11 millions de kilomètres carrés. Nous raisonnons à l'échelle de l'Europe, puisque c'est notre sujet principal. On trouve ensuite l'Australie, une très grande île maritime, la Russie, compte tenu de ses façades maritimes, en particulier au nord, toute la façade sibérienne qui est immense, et le Royaume-Uni. Ça va jusque-là? Vous suivez? C'est clair? Alors regardons sur 2 schémas un petit peu de quoi il retourne. Le long d'une côte, vous avez une zone qui est une des zones sous souveraineté qu'on appelle les eaux territoriales. Là, il n'y a pas photo, on est dans un espace sous la souveraineté exclusive de l'État. C'est une zone qui s'étend sur une dimension de 12 miles marins, donc ça correspond à 1,8 km, c'est ça? Mile? Oui, 1,852 je crois à peu près. Bon. Et puis il y a ce qu'on appelle la zone contiguë qui rajoute, si je me souviens bien, encore 12 qui porte à 24 miles. Ok? Bon. Ça, c'est pas ce qui nous a intéressé dans la définition de la Convention de Montego Bay. Ce qui nous intéresse,
c'est tout ce qui prolonge la zone de ce qu'on appelle les eaux territoriales, qu'on appelle la zone économique exclusive, au fond, où s'exercent des droits très importants. Vous avez bien vu les définitions que l'on vient de donner. Et ça s'exerce sur une zone beaucoup plus vaste qui va jusqu'à 200 000 nautiques. Vous voyez ? Donc, beaucoup plus important. Et après, vous allez dire, après, on est dans un espace qu'on appelle la haute mer, donc où il n'y a pas de propriété d'un État ou d'un ensemble d'États. Okay. Revoyons-le autrement, notre schéma. Ah oui, là il y a un petit espace qui est tout à fait haut. Quand on a ce qu'on appelle des eaux archipélagiques, il s'agit de quoi? Il s'agit qu'en bord de mer, vous pouvez avoir des ensembles où le rivage est pas tout à fait clairement défini selon les hautes eaux et les basses eaux des marées, mais aussi parce que, par exemple, quand il y a de très vastes estuaires, pensez à l'Amazone ou des fleuves comme ça, il peut y avoir effectivement des zones pas très différenciées. Bon, alors on prend comme base pour la mer territoriale là où on rentre vraiment dans l'océan ou dans la mer. Vous avez également dans les eaux archipélagiques, là par exemple vous pouvez penser à, c'est un parfum d'exotisme, aux zones du Pacifique où il y a beaucoup d'atolls, ça rentre dans les eaux archipélagiques. On compte les eaux aussi bien pour la mer territoriale que pour le démarrage des zones économiques exclusives, qu'à partir du moment où on rentre complètement dans l'océan ou dans la mer. Voilà, c'est clair? Donc là, la zone économique exclusive, 200 miles. Vous voyez également que ça correspond à ce qu'on appelle les espaces aériens nationaux et les espaces aériens internationaux. C'est-à-dire qu'un avion, d'une compagnie aérienne quelle qu'elle soit, peut tout à fait survoler une zone économique exclusive. Simplement, les réglementations de l'OACI font qu'il déclare son vol, etc., pour simplement la sécurité du vol aérien, c'est tout. Mais il n'y a pas d'obstacle à cela. Il en est de même pour les zones économiques exclusives maritimes, et vous savez, parce que quelquefois les Chinois sont un peu chatouilleux, il y a un espace qui se situe entre la Chine continentale et l'île de Taïwan, qui n'est pas très très large, qu'on appelle le détroit de Taïwan, et pour bien affirmer qu'il ne s'agit pas d'eau correspondant à des mers territoriales, eh bien vous avez des bateaux, y compris français, il y a parfois des frégates qui passent du nord au sud du détroit pour dire, écoutez messieurs, on vous salue bien au passage, mais on a tout à fait le droit de franchir le détroit de Taïwan, ce qui n'est pas très apprécié en général par Pékin. Alors vous allez dire, la haute mer, c'est quand même l'essentiel des mers du globe. Je vous rappelle que les mers et océans, c'est les 2/3 de la surface de la planète, quand même. Donc essentiellement de la haute mer. Est-ce qu'on va penser pour autant que c'est une zone de non-droit? Non, pas du tout. Pas du tout. Tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de progrès en termes de droit international public et qu'il y a des conventions internationales qui ont permis de développer des règles communes pour arriver à ce qu'il y ait quelque chose qui ressemble à un corpus juridique intéressant pour, dans quel but? Tout simplement, assurer la meilleure circulation possible du trafic maritime et la plus sûre. Bon, voilà un objectif important de ces conventions. Il y a un autre qui monte en puissance ces derniers temps. Pensez par exemple à la dernière en date, il y a quelques semaines, à la rencontre de Nice. Promouvoir le maintien de la qualité des eaux dans les différents océans et mers du globe. À Nice, il a été beaucoup question, par exemple, de la prolifération des plastiques dans les océans et les mers. Bon, ça, maintenant, on a une réglementation qui est loin d'être respectée, mais enfin, il y a déjà des pas qui sont faits dans ce sens-là. Et mener une politique de sauvegarde des espèces halieutiques, alors ça, c'est un sujet compliqué, parce que, ces conventions sont loin d'être respectées, et en particulier la dernière. Vous savez qu'il y a un État qui est de loin
l'État qui dispose de la plus grande flotte de pêche du monde et qui dit la réglementation c'est très bien pour les autres mais pas pour moi, qui est la Chine, bien sûr, oui. Alors, revenons à puisqu'on est dans des questions de géopolitique, dans le contexte d'aujourd'hui. Et le contexte d'aujourd'hui, on est en début 2026, et un contexte, vous le savez comme moi, qui n'est pas forcément très riant. La question qui se pose, c'est globalement, c'est de savoir si les pays européens qui ont intégré un certain nombre de menaces, notamment venant de l'Est, et les incertitudes qui se posent quant à leur sécurité et quant aux politiques qu'ils mènent, et qui ne sont pas aujourd'hui tout à fait suffisantes, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, voilà, est-ce que ça avance ou pas? Alors je reprends des choses qu'un auteur que j'apprécie qui s'appelle Giuliano d'Ampoli, c'est un auteur que vous connaissez peut-être, c'est lui qui a écrit un très bon livre qui s'appelle L'ère des prédateurs et qui a écrit Le mage du Kremlin. Et c'est lui qui est actuellement le directeur de la rédaction du Grand Continent, qui est une publication de grande qualité. Et voilà, donc voilà, quelqu'un qui écrit des choses que j'apprécie beaucoup. Alors ça commence par une image, le ciel est noir, oui. Et l'Europe n'est pas vraiment prête. Bon, alors on peut le parcourir ensemble. Elle a avancé dans tous les domaines de la défense, mais avec les difficultés, vous les connaissez comme moi, qui demeurent. Le manque d'unité des 27, peu ou pas de chemin encore vers une véritable autonomie stratégique, la lenteur des procédures et dans les prises de décision. Bon, on est bien donc, là on reprend à l'ère des prédateurs, de l'exercice brutal, et le terme est très à la mode, désinhibé du pouvoir, qui appellerait un réveil stratégique. Bon, là c'est résumé, mais je crois qu'il nous campe bien le décor tel qu'on le vit en ce début d'année. Alors, puisque c'est notre sujet du jour, quels sont les enjeux géopolitiques pour l'Europe maritime? Ça a plusieurs dimensions, notre affaire. La sécurité maritime et sa place dans les politiques de défense. La sécurité des voies de navigation commerciale dans notre économie, qui est quand même une économie où la grande majorité des échanges, ça se fait par voie maritime. C'est toute la méthode depuis pratiquement 40 à 50 ans de la containerisation, qui est à la base des échanges. Et puis à ne pas oublier la préservation des écosystèmes océaniques, parce que c'est un enjeu pour l'ensemble de nos sociétés. Alors voilà une carte, je vous laisse la regarder une seconde et puis on profite. Alors regardons-la ensemble, elle nous dit quoi cette carte? On voit d'abord bien sûr l'ensemble des mers et océans et on voit des traits bleus qui indiquent l'ensemble des voies maritimes les plus fréquentées. Et on comprend qu'à l'heure de la mondialisation dans laquelle nous vivons, il y a des axes de communication qui sont majeurs. Et ces axes, on voit ceux qui sont dans le cadre de l'Asie-Pacifique, c'est-à-dire qui descendent du Japon vers Singapour et qui passent par la Chine, la Corée du Sud, Taïwan, et puis qui s'orientent pour aller vers l'ouest en direction de l'Europe et de l'Amérique, avec au passage, dans ces voies de communication, des passages qui sont des passages complexes, on va dire. Par exemple, le détroit de Bab-el-Mandeb, le détroit d'Ormuz, le canal de Suez. Voilà un certain nombre de passages maritimes qui sont des enjeux stratégiques majeurs. Si on regarde plus à l'ouest,
on voit l'importance des flux maritimes de l'Europe vers l'Amérique du Nord, mais on voit aussi un enjeu dont on a pas mal parlé lorsque les États-Unis d'Amérique ont considéré qu'ils étaient chez eux, à savoir le canal de Panama. Vous le voyez en Amérique centrale. Donc autrement dit, ce que l'on voit à travers cette carte, c'est des flux commerciaux majeurs, mais en même temps, on voit qu'un certain nombre de lignes maritimes majeures passent par des endroits où les grands empires, eh bien, entendent avoir la maîtrise. C'est ça la question qui est posée. Alors des conflits, on sait bien qu'il y a aujourd'hui des conflits et on sait qu'ils s'exercent aujourd'hui sur terre, mais aussi sur mer. Alors les conflits terrestres, ils se déroulent aussi d'une certaine manière sur mer. C'est là où parfois ils se poursuivent en complément de leur existence continentale. Et là, je cite un exemple qui est le plus connu aujourd'hui en Europe, c'est la mer Baltique, bien sûr. On va voir les différentes facettes de ce conflit. Mais il y a aussi des mers de par le monde où sont engagées des opérations navales à participation européenne. J'en cite quelques-unes, Atalante, Irini, Aspide, c'est peut-être pas des noms qui vous sont familiers, qui désignent des opérations maritimes européennes, alors aussi bien au large de la Somalie, alors au départ c'était par rapport à des opérations de piraterie, aujourd'hui avec Aspide c'est plus par rapport à la sécurité en mer Rouge, Irini c'est plus en mer orientale, en Méditerranée orientale, pardon. Bon, donc manière de rappeler qu'il n'y a pas que la Baltique et des lieux maritimes qui nous sont les plus familiers. Et puis parfois, j'y ai fait allusion à propos du détroit de Maritime, des lieux qui ne sont pas réellement conflictuels au sens un peu chaud du terme, mais où l'Europe et d'autres pays manifestent qu'ils sont présents tout simplement parce qu'il s'agit de signifier que l'on est dans des eaux internationales et qu'aucun pays n'a la possibilité de s'affirmer comme étant, entre guillemets, propriétaire d'espaces maritimes. Alors l'exemple le plus connu, bien sûr, vous le savez, c'est la manière dont le gouvernement de Xi Jinping affirme depuis plus de 20 ans, non pas 20 ans puisqu'il est au pouvoir depuis 2012, mais que la mer de Chine méridionale lui appartient, ce qui est tout à fait contraire au droit maritime international. Alors, en même temps, je l'ai mis, c'est un peu petit, mais je l'ai mis en gras. C'est pas inutile de le garder en mémoire. C'est que l'océan, c'est quand même, par rapport à cette question de la sécurité et de la défense, c'est la forme première de l'alliance pour nous Européens depuis 1945. Comment s'appelle-t-elle ? Elle s'appelle l'Alliance Atlantique. C'est pas inutile de se le rappeler. Donc du nom de l'océan qui nous relie à l'Amérique du Nord. C'est le lieu aussi où aujourd'hui, alors ça, des militaires vous l'expliqueraient de manière beaucoup plus savante que moi, j'ai aucune compétence là-dedans, de ce qu'on appelle la profondeur stratégique, c'est-à-dire d'avoir des éléments de distanciation qui permettent d'affirmer une possibilité stratégique majeure. Alors l'exemple qu'on prend souvent, c'est l'existence de la dissuasion nucléaire, dont il paraît, alors ça je ne m'affirmerai pas du tout avec certitude, c'est pas mon domaine, que c'est la forme peut-être la plus crédible, excusez-moi de m'aventurer sur ce terrain-là, de la dissuasion, tout simplement parce que les sous-marins nucléaires sont ceux qui sont les plus difficiles à repérer dans ce type de moyens de défense. Alors cette carte, elle nous montre ce qui se passe en Baltique avec juste deux exemples. En réalité, vous pourriez, outre les deux traits rouges qui y figurent, il y en a au moins plus de 12 ou 15 à aujourd'hui. C'est l'endommagement des câbles sous-marins en mer Baltique, pas que des câbles sous-marins,
vous avez eu aussi depuis 2 ans et demi, 3 ans, également d'autres types de conduites, gaz. Alors je ne parle pas de Nord Stream, du gaz depuis la Russie à l'Allemagne, ça c'est autre chose. Mais entre la Finlande et l'Estonie, entre la Suède et l'Estonie, la Suède et la Lettonie. Alors comment ça se passe ? C'est des navires marchands qui quittent les ports russes et qui, on ne sait pas pourquoi, oublient de relever leur ancre. C'est bizarre, hein ? Normalement, c'est ce qu'un bateau fait. Et comme la mer Baltique, dans ces espaces, est peu profonde, il arrive qu'elle accroche des câbles sous-marins, voire des canalisations. Et on en est aujourd'hui à plus de 15. Donc, il ne s'agit pas de hasard, c'est évident. C'est ce qu'on appelle une forme de guerre hybride, qui commence à chatouiller quelque peu les pays européens limitrophes. Alors on les connaît bien. Le premier cas, c'était un bateau chinois qui s'appelle le Yiping 3. C'était la première fois que c'était arrivé, c'est-à-dire ça fait bientôt 3 ans. Depuis, il y en a eu beaucoup qui ont procédé de la même manière. Alors ce qu'il faut voir, c'est que pas seulement Baltique, dans le monde, il y a plus de 500 câbles sous-marins à ce jour. Et ils sont frappés, alors en particulier dans l'espace que l'on vient d'indiquer, par ces navires de la flotte fantôme. Donc ils sont de plus en plus suivis, ces bateaux-là, et ils font l'objet d'une protection attentive des points sensibles. C'est bien compréhensible, parce qu'encore une fois, c'est des données stratégiques. 98% du trafic Internet, ça passe par ces câbles sous-marins. Vous voyez un peu la situation si il y avait une panne globale liée à ce type d'intervention sur le flux d'informations nécessaires pour les hôpitaux, pour l'administration et évidemment pour les questions de défense. Alors ça a commencé au Baltique, dorénavant tous ces bateaux sont escortés par des gardes-côtes. Là, celui-ci c'est un garde-côte suédois, pour un peu surveiller ce qu'ils font. Là c'est tout récent, c'est un bateau de la marine allemande qui a arraisonné un bateau de la flotte fantôme russe et qui l'a emmené dans un port. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont les garder très très longtemps. D'abord, à la limite, comme ils sont très nombreux, on ne saurait pas trop qu'en faire. Quel est le but de ces manœuvres ? C'est de les immobiliser un temps qui est préjudiciable pour les armateurs et pour la Russie. C'est-à-dire, vous nous cassez les pieds avec vos bateaux qui, à la fois, constituent une entorse aux sanctions concernant les hydrocarbures russes qui sont envoyés en particulier vers l'Inde et vers la Chine, mais surtout vers l'Inde, et donc qui ne respectent pas les sanctions qui vous sont imposées, et d'autre part qui ont des fâcheuses manies par rapport à la sécurité de nos installations sous-marines. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de bateaux qui sont arraisonnés. L'application du droit maritime, donc le capitaine qui est envoyé devant le procureur devant un tribunal maritime. Donc ça ne dure pas des jours et des jours, mais suffisamment pour embêter ce type de pratique. Alors, autre aspect, toujours dans les questions qui concernent donc l'Europe, c'est la défense des voies de communication et la libre circulation. On a dit que l'Europe participait à cette protection du trafic maritime et elle le fait d'autant plus qu'elle est le premier espace commercial du monde, il ne faut jamais l'oublier, et que dans les compagnies maritimes, les grands affréteurs et transporteurs, dans le top 5, il y a 3 Européens, dont le numéro 2, qui est la compagnie danoise Maersk. Petite anecdote d'ailleurs, quand les Danois avaient la nuque trop raide aux yeux du président nord-américain, vous voyez qui je peux viser, il avait été question
que les navires de la compagnie Maersk, donc c'est pas n'importe quoi, c'est la deuxième compagnie maritime du monde, eh bien se voient limiter, voire interdire l'accès des ports nord-américains. Au vu de quoi? Eh bien qu'ils présentaient un risque pour la sécurité des États-Unis. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'il semblerait, au Dixit, eh bien les autorités en termes de contrôle des migrations, qu'il y aurait quelques marins chinois, voire russes, dans les bateaux qui appartiennent à la compagnie Maersk. Bon, on marche un peu sur la tête, mais vous voyez, ce dont il avait été question, c'était vers le 17-18 janvier. On avait entendu parler de ça. Bon, depuis, on n'en entend plus parler. Protéger aussi les infrastructures. Alors là, qu'est-ce qu'il y a? Les plateformes pétrolières. Vous aviez peut-être vu un très beau film, reportage sur main basse sur la mer Noire, qui avait paru il y a 2 ou 3 mois sur Arte ou la 5, je ne sais plus, à propos des installations pétrolières roumaines en mer Noire. Très intéressant. Donc les oléoducs, les équipements télécoms. Bon, et puis réguler les navires de la flotte fantôme, on en a déjà parlé. Ah, voilà une carte qui vous montre très précisément eh bien, les problèmes qui peuvent se poser dans des espaces à risque. Espaces à risque, vous voyez, donc ici, on a Bon, vous reconnaissez les lieux. Le détroit d'Ormuz, ici. Bon, un espace un peu chaud actuellement, puisque eh bien, il y a une partie de la flotte américaine qui se rapproche de l'Iran. Pour faire quoi? Quelquefois, c'est 2 pas en avant, 3 pas en arrière, enfin, on va voir. Donc, une partie de la flotte américaine, mais vous avez également des navires européens qui sont ici de l'opération qu'on appelle Atalante. Vous les voyez ici. Donc, qui sont là pour protéger les navires de marchands qui viennent soit du détroit d'Ormuz, soit qui arrivent d'Asie-Pacifique et qui se rapprochent du détroit de Bab el-Mandeb et qui se rapprochent de la mer Rouge et du canal de Suez. Donc là, on est dans une zone qui est effectivement une zone à risque et où, quel est l'enjeu? Eh bien, c'est d'éviter que ces navires marchands fassent le grand tour par le cap de Bonne-Espérance, qui évidemment est très onéreux et qui renchérit le coût du fret maritime, et leur permettre de passer dans des bonnes conditions de sécurité par la mer Rouge, avec effectivement les houthistes ici au nord Yémen, qui effectivement ont une fâcheuse tendance à envoyer parfois des missiles sur les bateaux commerciaux sous le prétexte qu'ils sont des bateaux qui font du commerce avec Israël, ce qui n'est évidemment pas toujours le cas, mais bon, c'est un prétexte. Alors voilà un bateau européen, c'est même un bateau français, une frégate qui est en mer Rouge. Alors correspondant aux flux commerciaux qu'on a vus tout à l'heure, vous voyez que les câbles à fibre optique, ça correspond exactement, rigoureusement, à ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire, en surface, là où passent les bateaux, ça correspond très directement là où en mer passent les câbles sous-marins. Donc, les risques concernant la marine marchande, eh bien, sont les mêmes que les risques que peuvent connaître les flux, eh bien, sous-marins à travers les câbles. Bon, là voilà une photo d'Ippelstead, c'est un forage important en mer Noire. Alors pourquoi pour l'Europe c'est important? L'Europe en termes d'énergie, elle est largement déficitaire en termes d'hydrocarbures. Bon, alors elle a beaucoup augmenté ses productions en énergie renouvelable, bien sûr, mais elle est encore en manque d'hydrocarbures et notamment en pétrole. Et pour un pays d'Europe qui est quand même plutôt en retard de développement qu'est la Roumanie, c'est tout à fait intéressant
d'avoir ce gisement qui est au large et qui est intéressant, mais qui est dans sa zone économique exclusive, à partager pour partie avec le pays voisin qui est la Bulgarie, et qui pourrait fournir alors non seulement une autonomie complète pour la Roumanie, mais au-delà de fournir du pétrole à l'Europe, qui pour le reste de l'Europe, il vient d'où? Un peu du Danemark, il y a quelques restes de gisements en mer du Nord, mais pour le reste, c'est quoi? C'est la Norvège qui nous en fournit et le Royaume-Uni, mais ce qui n'est pas énorme pour l'instant, face à la fermeture des hydrocarbures venant de Russie, ça veut dire que la substitution, elle se fait à coup de GPL américain, ce qui est quand même pas idéal. Un passage à risque, voilà, c'est le canal de Suez. Alors vous avez un bel exemple d'un navire de la flotte fantôme qui est plein de pétrole, qui va en Inde et qui se fait tirer par un remorqueur. Il est tout juste en état de navigabilité, donc il flotte mais pas plus. Voilà un peu le genre de rafio qui alimente les caisses qui servent au financement de la guerre russe. La préservation des espaces maritimes, ne croyez pas que ce soit une question mineure en termes de géopolitique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte de l'importance de toutes les menaces. Les menaces, elles sont liées bien sûr à l'intervention humaine avec le niveau de pollution des mers et des océans. Ça, c'est avéré, toutes les études convergent sur ces domaines-là. Mais il y a aussi la surpêche que j'ai déjà évoquée, et on a le réchauffement des eaux. Alors parfois dans certaines mers plus fermées, c'est le cas de la Méditerranée, plus que l'océan Atlantique ou le Pacifique, eh bien ça met en péril beaucoup d'espèces. Donc là on a des enjeux majeurs pour le maintien de la biodiversité et la sauvegarde des espèces. Alors il y a des décisions, le problème c'est d'arriver à les faire appliquer de la COP 15 qui avait déjà, il y a plusieurs années, fixé un objectif de protection de 30% des eaux océaniques. On est loin d'y être arrivé. Il y a le plus récemment le traité du 17 janvier 2026. Vous voyez, on est en temps réel pratiquement. Vous voyez que le cours n'a pas trop de retard. Avec 75 ratifications à ce jour. Donc ça, c'est une belle avancée en termes d'options multilatérales. Mais le multilatéralisme, vous savez que les grands empires, ils sont pas très chauds. À la limite, ils s'en moquent pas mal. Et donc, les ratifications, on n'a aucun des trois grands empires qui n'a signé. C'est ça la difficulté. Les trois grands empires, est-ce qu'il faut que je vous les rappelle? Non, c'est peut-être pas la peine. Donc, il y a encore des freins. Un aperçu sur la politique de l'Union européenne. Alors à Bruxelles, on parle de la PMI. Alors pour vous, la PMI, c'est plutôt la protection maternelle et infantile. Non, à Bruxelles, il s'agit de la politique maritime intégrée. Voilà, donc un sigle peut avoir plusieurs sens. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est un cadre pour l'action. Ce qui est intéressant, c'est que ça touche à tous les domaines. Un cadre d'action pour mener du développement pour toutes les activités qui sont liées à la mer et aux régions côtières. Alors, c'est l'exploitation durable des mers, c'est le développement des régions côtières, c'est aussi un volet qui est loin d'être négligeable, c'est tout ce qui concerne la connaissance et la recherche, intéressant, avec beaucoup de programmes liés à beaucoup d'universités. C'est ce qui touche à la qualité de la vie sur les littoraux. Ça passe aussi par un tourisme un peu maîtrisé et donner de la visibilité à l'Union européenne dans les affaires maritimes internationales. C'est-à-dire, l'Union européenne, elle a toujours besoin d'être perçue, non pas pays par pays, mais comme un ensemble qui a sa légitimité et sa compétence. Et enfin, la surveillance maritime. Alors, en termes maritimes, quels sont les atouts et les vulnérabilités de l'Europe maritime? C'est une puissance maritime réelle, on a vu ne serait-ce que par les dimensions.
mais qui n'est pas suffisante, c'est clair. D'abord, il faut rappeler que les affaires de politique de défense et de politique de sécurité, ce n'est à ce jour, ça le sera peut-être plus tard, mais à ce jour, ce n'est pas une compétence de l'Union européenne. Quand vous avez des gens très savamment sur les plateaux de télévision qui disent « mais que fait l'Union européenne par rapport à telle ou telle question de défense ?» il serait bon qu'ils se souviennent que ce n'est, malheureusement peut-être, mais que ce n'est pas une compétence de l'Union européenne, c'est une compétence des États. Bon. Quelle est la compétence de l'Union européenne? C'est, en termes de défense, c'est la coordination dans l'acquisition et la construction d'équipements, y compris d'équipements militaires. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme vulnérabilité aussi? C'est que l'industrie navale, elle est importante en Europe, mais elle est très éclatée. Elle est très éclatée. En matière aéronautique, on a un leader mondial, c'est Airbus. Là, il n'y a pas photo. Il y a deux grands dans le monde, c'est Boeing et Airbus. Là, on a un leader qui est capable d'afficher, d'affirmer et de réaliser une compétence et une véritable leadership européen. Bon, là, j'ai cité les principaux groupes en matière d'industrie navale. Le nôtre, Naval Group, qui fait du bon boulot, mais vous avez TKMS, qui est allemand, vous avez Fincantieri, à un moment, il y avait eu un projet de rapprochement avec Naval Group, Saab, qui est suédois, Damen, qui est hollandais, BAE, qui est britannique. Par contre, on les a cités, on a de puissants groupes dans le transport. Bon, voilà un navire de la CMA-CGM, c'est Mastodon qui sillonne les mers. Alors, on quitte les espaces maritimes et maintenant, on va regarder d'un peu plus près les territoires. Bon, cette photo, vous l'avez vue. On avance. Alors, deux catégories de territoires dans tous les océans, je le rappelle. D'abord, les régions ultrapériphériques, c'est ceux qui sont les plus inscrits dans le droit européen. Alors, il y a Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte. Ça, c'est pour ceux qui relèvent du droit administratif français. D'accord ? Madère, Açores pour le droit portugais. Canaries pour le droit espagnol, sachant qu'ils relèvent, bien sûr, en tant que région ultrapériphérique, très largement du droit européen. OK. En particulier, tout ce qui relève des fonds, ce qu'on appelle les fonds FEDER, etc. Avec un lien plus lâche, parce qu'ils ont une autonomie beaucoup plus grande, il y a ce qu'on appelle les pays et territoires d'outre-mer, qui ont une beaucoup plus grande autonomie. Alors, côté, on va dire français, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Polynésie, Saint-Pierre et Miquelon. Nouvelle-Calédonie, quand on y regarde avec les étapes peut-être qui vont conduire à l'autonomie, qui n'est pas si éloigné que ça de ce qui est la réalité du Groenland. Voilà. Bon, le Groenland pour le Danemark et les Antilles néerlandaises, alors je ne vous les cite pas toutes, Aruba, etc. Peut-être que vous les connaissez par cœur, c'est pas utile. Alors, d'où je parle, c'est toujours la question qu'on pose à un universitaire. Bon, pour Martinique, Guadeloupe, Réunion, tout ça, j'ai eu la chance d'y faire pas mal de missions d'audit sur les questions de développement, de formation, notamment dans le domaine agricole. La Guyane, j'ai fait une formation en formation continue pour des agents de développement pendant 18 mois en faisant des allers-retours entre la métropole et Cayenne. J'ai beaucoup apprécié. Voilà les principales. À La Réunion, pas mal de questions de développement social dont je me suis occupé. Pour les pays et territoires d'outre-mer, alors quelque chose que j'ai énormément apprécié. Vous vous souvenez des tristes événements de UVA, il y a bien des années, et qui s'étaient traduits par des mesures intelligentes, à mon sens, qui avaient été prises par le gouvernement Rocard. Et notamment l'idée que si l'île allait dans le futur vers une autonomie, il fallait que dans la population kanak, il y ait un large programme de formation, parce que jusque-là, c'est des populations qui avaient peu accédé à la formation. C'était beaucoup plus les populations qu'on appelle caldoches, qui avaient pu
profiter de ce qui était proposé par l'Université du Pacifique, par exemple. Donc, il y avait une opération qu'on appelle 400 cadres, donc 400, le nombre de personnes qui avaient pu en bénéficier, et l'Université de Pau, à laquelle j'appartenais à l'époque, avait pu recevoir une douzaine de personnes en formation pendant à peu près 18 mois, et c'était beaucoup de chance parce que moi j'ai beaucoup apprécié d'accueillir et d'accompagner pendant cette période-là ces personnes qui étaient très attachées à leur île et qui étaient très conscients que le devenir de la Nouvelle-Calédonie, c'était pas comme ça parce qu'on le voulait, ça passait par une longue période transitoire où il y avait besoin de formation pour aller vers une autonomie réelle. Sinon, on brassait du vent, quoi. J'ai trouvé que c'était assez courageux de leur part d'avoir ce genre de propos. Ils étaient assez proches de Djibaou, donc il y avait une vraie volonté d'autonomie, mais ils étaient très lucides. Alors le Groenland, vous voyez cette carte qui est prise avec au centre le pôle. À la différence de l'Antarctique qui est un continent, le pôle c'est un océan, il n'y a pas de terre, un océan glacé. Et vous voyez donc les principaux riverains du pôle nord, que sont à la Russie, avec toute cette immense façade sibérienne, l'Europe, qui est relativement petite, le Canada, avec une longue façade maritime, les États-Unis d'Amérique, avec en particulier le continent qu'est l'Alaska, et puis cette grande île qu'est le Groenland. Alors pour le Groenland, ce qui me frappe pour avoir regardé pas mal d'écrits et de choses, c'est que c'est un territoire, le Groenland, qui est un peu pris dans un conflit, on peut dire, qui le dépasse. Les Groenlandais, ils ne sont pas très nombreux, 57 000, et c'est un espace très vaste, peu peuplé, avec un milieu à forte contrainte, 80% du territoire est glacé, peut-être demain un peu moins, puisqu'avec le réchauffement, ça va bouger. Et que, voilà, c'est ça la réalité. Ce qui me frappe aussi aujourd'hui, c'est que c'est un sujet qui est très très largement commenté dans la presse, presque un peu trop. Il y a des moments où on trouve qu'ils nous rebattent un peu les oreilles avec ce sujet-là, peut-être au détriment d'autres sujets aussi importants, sinon plus. Alors, comment je m'y suis pris ? J'ai regardé dans des sources que je considère comme fiables. Le CIPRI à Stockholm, un peu le Kiel Institute en Allemagne, et puis auprès d'analystes et de chercheurs canadiens. Et en particulier d'un maître de conférence à l'Université d'Ottawa. Alors j'espère que vous ne l'avez pas reçu hier aujourd'hui, parce que là, ça m'a flanqué un coup, je l'ai eu ce matin, dans la belle revue Études, le Groenland, l'OTAN et l'Union européenne, d'Anna Sor, qui est une très bonne chercheuse, mais c'est dans le numéro de février. Alors j'espère que vous ne l'avez pas lu, parce que sinon, ce qu'elle raconte, ça déflore un peu le sujet. Ceci étant, comme c'est une très bonne revue, évidemment, je vous la recommande. Donc, chez les chercheurs canadiens, il y a pas mal de choses intéressantes, et il me semble plus distancié peut-être. Il y a des choses pas mal aussi chez des auteurs danois. Alors, difficile d'avoir accès à des auteurs groenlandais. Je ne sais pas si vous avez pu trouver des textes. C'est pas facile d'en trouver. Alors, sur le contexte, j'y passe rapidement parce que on y a déjà fait pas mal allusion, un contexte tendu, etc. Tout ça, c'est pas la peine d'y insister. La question, c'est celle que j'ai mise en gras, puisqu'il s'agit d'une question qui concerne largement le Groenland d'abord, mais l'Europe. La question géopolitique qui est posée, c'est celle de comment se situer et faire face à des visées d'expansion. Parce que c'est bien une visée d'expansion que pose le gouvernement du président Trump, qui sont des visées contraires au droit, contraires aux valeurs de l'Europe et contraires à ses engagements, puisque, vous le savez, concernant le Groenland, il y a dans le traité, y compris la dernière mouture de 2009, un engagement concernant la sécurité et les relations internationales qui lie le Danemark à ce territoire qu'est le Groenland. Alors, est-ce qu'ils sont oubliés ou pas ? Un petit rappel, pendant la Deuxième Guerre mondiale, 41-45, effectivement,
le Groenland avait été en partie occupé avec quelques bases militaires qui avaient continué pour certaines à être occupées. La plus célèbre, c'était celle de Thulé, qui a changé de nom depuis, qui est devenue la base de Pitufik, qui n'est pas tant une base militaire aujourd'hui que plutôt une base d'observation spatiale. Bon. Le Groenland, là, je le redis, il est quoi au plan juridique? C'est un territoire autonome, comme le sont un certain nombre de pays et territoires d'outre-mer, avec le dernier acte d'autodétermination, qui date de 2009. Mais j'aime bien là, vous voyez, quelquefois on arrive à trouver ce que disent des auteurs du Groenland. Je l'ai trouvée assez intéressante. Cette dame qui s'appelle Sarah Oslsveg, elle dit quoi? Il ne s'agit pas de choisir entre faire partie du Danemark ou des États-Unis, ou encore d'établir un calcul cynique sur ce qui serait le plus avantageux pour le Groenland, mais de comprendre que le Groenland est souverain de sa propre destinée. En clair, nous, Groenland, on a envie qu'on nous fiche la paix et d'assurer notre devenir par nous-mêmes. C'est ça la volonté des habitants. Et quand vous regardez bien la composante politique des 4 partis de coalition du gouvernement du Groenlandais dirigé par M. Nielsen, tous les 4 sont d'accord pour affirmer cela. Et ils disent aux Américains, on n'a pas besoin de vous, on n'a aucune envie de devenir Américain. Donc, ce qu'on peut considérer, c'est que ce que le gouvernement Trump affirme, c'est d'abord une attitude de mépris. Qu'est-ce que ça veut dire acheter le territoire? Mais enfin, on n'est pas à vendre, c'est ce que disent les Groenlandais. Bon, vous remarquez que le gouvernement groenlandais, en particulier, j'ai relu attentivement le discours de Davos du président Trump, le gouvernement groenlandais n'est pas cité une seule fois. Autrement dit, il n'existe pas. Le Groenland, c'est un objet que j'ai envie d'avoir. C'est quand même incroyable. Le droit international et la Charte des Nations Unies ne comptent pas. Seule la force est affirmée pendant un temps, et puis comme les marchés le mardi ont pas mal chuté, on a fait 2 pas en arrière en disant bon, finalement on va s'entendre avec le secrétaire général de l'OTAN. Mais ce qui est clair, c'est que vous voyez la réaction, pratiquement la manifestation dans les rues de Nuuk, la capitale du Groenland, et les manifestations qui ont eu lieu également à Copenhague, ça a rassemblé plus de la moitié de la population du Groenland. Vous imaginez une manif en France où il y aurait 30 millions de personnes dans les rues? Ça ferait rêver nos organisations syndicales. Et là, dans les affiches, voilà, le Groenland, mais il n'est pas à vendre. Fichez-nous la paix. Alors l'expansion territoriale, c'est pas du tout pour donner l'ombre d'une excuse à l'administration Trump, mais c'est pas nouveau dans l'histoire américaine. Depuis la liste des présidents et secrétaires d'État, depuis Jefferson au début du XIXe siècle, Monroe, McKinley, Theodore Roosevelt, Jackson et un secrétaire d'État, Henry Seward, celui qui voulait acquérir l'Islande. C'est pour ça que Trump faisait des lapsus entre le Groenland et l'Islande. Les territoires acquis, ça a été la Louisiane, la Floride, Hawaï, Porto Rico, l'Alaska. Pendant un temps, même, ça a été les Philippines, comme colonie. Alors, pour les Américains du Nord, c'était l'idée, la position du président Trump, c'était, je fais que reprendre ses propos, entre guillemets, nous avons besoin du Groenland, c'est une question de sécurité nationale. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'affirme. Et il y avait une affirmation autour de ce qu'on appelle le dôme d'or. Vous avez entendu parler de ce fantasme. Le dôme d'or, ça se rapprocherait un peu de ce qu'est le dôme de fer au-dessus d'Israël, c'est-à-dire une sorte de paravent absolument hermétique, interdisant à toute fusée intercontinentale d'arriver au-dessus du ciel nord-américain. Bon. Un projet qui coûterait, au bas mot, entre 175 et 300 milliards de dollars. Et donc, pour cela, il y aurait besoin du Groenland.
ce qui est curieux, c'est que le dôme d'or, en termes conceptuels, avait été déjà pensé il y a plus de 3 ans, à l'époque où personne parlait du Groenland. Mais bon, aujourd'hui, il faut le Groenland pour ça. Quelle affirmation on a encore ? Aujourd'hui, le Groenland est cerné de bateaux russes et chinois et le Danemark ne peut pas s'en occuper. Alors toutes les photos satellites, y compris des satellites européens, n'ont remarqué dans l'océan glacial pas l'ombre d'un bateau ni chinois ni russe. Alors il y a peut-être des sous-marins, ça c'est possible, mais voilà. Mais en tous les cas, ce qu'on peut considérer, c'est que cette politique d'UNRWA, eh bien, elle se caractérise par une logique d'expansion, c'est une politique totalitariste, de sécurisation des intérêts américains. Alors un assort que vous pourrez lire si vous achetez cet ouvrage, que j'aime bien, c'est une démonstration de politique impérialiste, dit-elle, il faudra que je prenne l'accent canadien pour l'imiter, visant un contrôle continental. Alors voilà une carte qui est intéressante parce qu'on voit effectivement l'océan glacial arctique et que le Groenland occupe une position très centrale. Vous voyez ici, sur la façade de l'océan glacial, ici toutes les bases russes, en particulier ici, toutes celles qui sont autour de Mourmansk. Mourmansk, c'est la principale base navale russe. Pourquoi ? Parce qu'elle est en eau libre toute l'année et c'est la principale base de la flotte russe, mais plus parce qu'elle est ouverte vers l'Atlantique que spécifiquement vers l'océan glacial. Puis les carrés rouges correspondant eh bien, à des bases. Bon, vous en avez du Canada, en Alaska, des bases américaines. La présence militaire dans l'Arctique, elle n'est pas nouvelle, elle date de la guerre froide. Il y en a de la Russie, on vient de l'évoquer, du Canada et des États-Unis. Et parmi les pays de l'OTAN, il y en a une au nord de Bodo, en Norvège, qui est une base importante de l'OTAN. Voilà. Alors ce qui est vrai, ça c'est peut-être le point à noter, c'est que vous savez tous qu'il y a un réchauffement important qui se produit actuellement et que ce réchauffement et le développement des flux maritimes qui pourraient s'en suivre, avec la position du Groenland au cœur de l'Arctique, avec toutes les ressources dont il dispose, des ressources multiples qui sont davantage accessibles, eh bien c'est que le Groenland va devenir un enjeu majeur, un enjeu politique, un enjeu économique, un enjeu sur les voies de communication, et tout ça, eh bien, contrairement aux souhaits de la population qui souhaiterait bien être un peu à l'écart de toutes ces considérations. Et puis, comme j'aimerais qu'il y ait quand même un temps éventuellement pour 2 ou 3 questions, je crois qu'on ne finira pas, mais c'est pas grave. C'est un sujet pas très connu, c'est l'histoire de la Lomonosov Ridge. Vous avez entendu parler de ça ou pas trop ? De quoi il s'agit ? Je reviens à la précédente. L'océan glacial arctique, bien sûr, il est couvert de glace une grande partie de l'année, enfin même au centre toute l'année. Ce que l'on ne sait pas trop, c'est que si la profondeur moyenne de l'océan glacial arctique est assez importante, autour de 3 à 4 000 mètres de profondeur, c'est pas du tout homogène. Et il se trouve qu'au milieu de cet océan glacial arctique, il y a une chaîne de montagnes très importante, ridge, ça veut dire chaîne de montagnes, qu'on appelle la Lomonosov, du nom d'un géologue qui l'avait repérée il y a déjà bien longtemps. Vous la voyez ici avec un trait violet. Alors, quel est le problème ? Le problème est le suivant. C'est que cette chaîne de montagnes qui est à très faible profondeur, qui relie la côte sibérienne au Groenland, eh bien, elle est considérée par le gouvernement russe actuel, et depuis déjà un petit moment, comme lui appartenant. Il considère que cette chaîne de montagnes est le prolongement des chaînes de Sibérie, et donc c'est, au terme géophysique, ça
prolonge un territoire qui est celui de la Sibérie. Ce à quoi les Danois répondent, mais absolument pas. Cette chaîne de montagnes, elle est la parfaite prolongation du territoire groenlandais. Ce qui n'est pas faux du tout, en termes géophysiques là aussi. Alors, on pourrait dire, voilà une querelle bien croquignolesque. Pas du tout. Pas du tout, pourquoi ? Parce que cette chaîne de montagnes, les premières études un peu sérieuses au plan géologique montrent qu'il s'agirait d'un ensemble de sols extrêmement intéressant au plan des minéraux, probablement aussi des terres rares, et que sa faible profondeur, en particulier lorsque les eaux de l'océan glacial seront davantage accessibles, eh bien, pourrait représenter dans le futur une richesse considérable. Il y a un autre aspect. Regardez bien à droite. Vous voyez en grisé, hachuré, là aussi une entorse à la Convention de Montego Bay. Vous êtes devenus des spécialistes du droit maritime international maintenant. Il y a quelque chose qu'on appelle le plateau continental. Donc les Russes, qui ont une manière très très extensive d'apprécier ce droit, disent dès lors que cette chaîne de montagnes est russe, eh bien, tout le plateau continental limitrophe nous appartient. C'est QFD. Donc, vous voyez que l'essentiel des terres sous-marines de cette zone du pôle, eh bien, est russe. Bon. Si vous voulez douter du raisonnement, lisez les propos du ministre des Affaires étrangères russe, il a des certitudes assez bétonnées de ce côté-là, dans d'autres domaines aussi d'ailleurs. Mais voilà, donc un problème dont on parle peu, mais qui est à terme une question beaucoup plus sérieuse que la manière peut-être dont j'en parle, tout simplement parce que qu'est-ce qui est en jeu ? C'est la question des ressources de demain. Hein. Et alors celle des hydrocarbures, mais aussi de tout ce qui est en jeu en termes de minéraux, en termes de terres rares, etc. Et oh là là, bon, je crois... On va peut-être, parce que j'avais souhaité quand même que ce soit un peu interactif, à la différence peut-être dans la manière dont je fais les cours, garder peut-être quelques minutes sur un sujet qui est quand même très important aujourd'hui, écouter un peu 2-3 réactions ou questions, peut-être qu'on peut le prendre parce que je ne voudrais pas prendre du temps au conférencier qui vient après. Est-ce que vous souhaitez qu'on prenne 2-3 questions et puis le reste on le complétera plus tard parce que là j'ai fait ça à peut-être un rythme un peu trop rapide. S'il n'y a pas de doigt qui se lève, je ne me vexe pas, je continue encore quelques minutes. Hein. Bon, qui ne dit mot consent, alors j'enchaîne. Bon, alors, la maîtrise et le contrôle des voies maritimes polaires, vous avez bien compris la question du réchauffement. Et que la question qui est posée pour le pôle, c'est qu'on va avoir des empires qui vont chercher à s'assurer le contrôle de voies maritimes qui peuvent correspondre à des flux maritimes très importants dans l'avenir. Je vais vous montrer à travers cette... je ne sais pas si c'est très lisible, on va l'expliquer ensemble. On a pris 3 exemples ici, des trajets pour aller de New York à Yokohama. New York, ça ne marche plus. Bon, enfin, vous arrivez à voir New York là, à peu près ? Ouais. Yokohama, là-bas au Japon. Hein. Si on va de New York à Yokohama par le Cap Nord, c'est vraiment galère. 31 600, alors c'est des kilomètres, là c'est pas des miles, 31 600. Si on y va par le passage du Nord-Ouest, c'est-à-dire en suivant
les côtes dégelées de l'océan glacial arctique par les côtes du Canada, ah là là, quel gain, on n'a plus que 15 000 km. Si on passe le long des côtes de Sibérie, ah là c'est déjà un peu plus long, 18 000 km. Et si on passe par le canal de Suez, 25 000 km. Il n'y a pas photo, hein. Par où on passe? Ben, par le pôle, c'est clair. Si on prend un autre exemple, pour aller de Londres, on va prendre une autre destination que le Japon, on va aller à Vancouver, de Hambourg à Vancouver. Hambourg à Vancouver, donc Hambourg à côté en nord de l'Allemagne, si on y va par le canal de Panama, vous voyez, on traverse l'Atlantique, 17 300 km. Si on y va par le pôle, deux solutions. En longeant les côtes canadiennes, 14 900 km. Si on y va en longeant les côtes de Sibérie, encore un peu plus court, 13 700 km. Voilà, et en passant dans les deux cas par le détroit de Bering. Si on y va par le canal de Suez et l'océan Indien, oh là là, près de 30 000 km. Donc vous voyez que les voies maritimes qu'on a largement évoquées avec toutes les cartes que je vous ai montrées, celles d'hier ne seront pas forcément celles de demain. Et donc, vous voyez que dans les politiques trumpiennes, il n'y a pas, il ne faut pas le considérer non plus comme un fada qui a un ego démesuré, si à certains égards un peu quand même, mais il y a aussi, il sait regarder, ou tout au moins les gens autour de lui, des cartes, il est conscient des ressources qu'il y a, et il sait voir qu'est-ce qui peut se passer en termes de sécurité ou de voies maritimes, c'est clair. Alors il y a aussi la question de la mainmise sur des ressources. Quand on regarde trois enjeux majeurs pour le futur, hydrocarbures, mines et terres rares, ben, le pétrole pour le seul Groenland. Là on ne parle pas de tout ce qui est enfoui dans les eaux peu ou pas profondes du pôle Nord, hein, sous l'océan. Je ne parle pas de tout ce que les Russes envisageraient très volontiers de considérer comme leur. On parle là uniquement du Groenland. Là, les réserves sont estimées aux alentours de 20 milliards de barils. Ça correspond à 30% du total de toutes les réserves états-uniennes. Pas négligeable. Ce n'est pas les réserves du Venezuela, mais c'est pas rien quand même. Pour le gaz, plus de 4 milliards de mètres cubes, là aussi très important. Pour les mines, là j'ai cité que les principaux minerais qui sont très bien référencés, le graphite, nickel ou cuivre, le cuivre en particulier dont il y a beaucoup besoin aujourd'hui. Bon. Et après il y a toutes les terres rares. Alors pour les terres rares, il y a eu une étude de la Commission européenne à la demande danoise et je crois aussi du gouvernement groenlandais. Sur les 34 matières premières les plus critiques, il y en a 25 qui seraient présentes au Groenland. Alors vous reprenez votre table de Mendeleïev, vous vous souvenez là des éléments? Vous vous souvenez quand vous l'avez étudié au lycée? C'est curieux, vous avez l'air d'avoir un petit point d'interrogation. Hein? Oui. Bon, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses au Groenland. Alors pas facile à exploiter, parce qu'aujourd'hui il y a encore beaucoup de glace, mais demain peut-être. Bon, écoutez, comme il y a un conférencier, moi je n'ai pas l'habitude de prolonger trop. Je vous remercie et puis à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.